Programme aujourd'hui les ondes, hein, toujours. De toute façon, ces ondes vont nous accompagner jusqu'à la fin des cours. Hem, donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est arriver à finir la partie donc sur les ondes de matière, hein, sur les ondes mécaniques, pour pouvoir attaquer la prochaine fois, les ondes électromagnétiques. Donc on va voir comment on avance. Heu, alors, je vais commencer en prenant des questions, s'il y en a, sur ce qu'on a vu, la dernière fois. Heu, alors la dernière fois, donc pour vous rappeler, hein, on avait vu donc ce qu'on appelle les ondes progressives, avec, l'équation d'onde. Oui, alors j'ai des questions alors je vais réduire ça. Est-ce qu'on aura un second TP cette semaine? Ah! Oui, tout à fait. Cette semaine, il y a le deuxième TP, pour tout le monde, la semaine dernière, donc vous avez fait un premier TP sur les vibrations, sur les oscillateurs. Certains ont fait l'oscillateur électrique avec un circuit RLC, d'autres ont fait l'oscillateur mécanique avec un ressort et donc cette semaine, on change. Donc ceux qui ont fait, le ressort la semaine dernière vont faire le RLC, cette semaine et inversement. On a dû vous dire aussi qu'on attendait de vous donc un compte rendu, qui serait sur, les deux séances de TP en fait, de manière à ce que vous puissiez notamment, comparer ces 2 types, d'oscillateurs et voir, notamment les similitudes qu'il peut y avoir, entre ces oscillateurs, voir que les phénomènes finalement qu'on observe, eh bien, on va les retrouver dans tout type de systèmes dans lesquels, eh bien, on écarte de la position d'équilibre un système et comment il va osciller et éventuellement revenir à sa position d'équilibre s'il y a, des frottements, de la perte d'énergie. Hem, voilà. Quelle est la date de rendu du TP? Heu, alors a priori, les TP seront à rendre pour après la semaine de pause. D'accord? Donc ça, il faut que vous demandiez à l'enseignant avec lequel vous serez cette semaine, ce qu'il vous donne comme date. Et a priori, donc les TP seront à déposer, sur Eprel. Je vais créer des groupes, hem, pour que vous puissiez, chacun déposer, vos TP dans le groupe dans lequel vous étiez. Voilà pour les TP. Vous avez dû commencer les TD aussi cette semaine? Donc je ne sais pas, si vous avez des questions aussi là-dessus? Je Non, pas de questions? OK, bon, du coup, on va reprendre, s'il n'y a pas d'autres questions, sur les ondes. Donc comme je vous le disais, donc on a vu, hem, l'expression que pouvaient prendre les ondes progressives qu'on appelle harmoniques, donc sous la forme de ces fonctions, hein, S, donc c'est une fonction de la position et du temps, qui est de la forme, donc une certaine amplitude, grand A, et puis une fonction sinusoïdale, donc sinus ou cosinus, de kx moins oméga t, oméga étant la pulsation, k étant ce qu'on a appelé le nombre d'ondes, hein, qui est égal à 2π sur la longueur d'onde. Et puis on a une relation en fait entre oméga et k,
qui est donc ce qu'on appelle l'équation de dispersion, qui relie donc oméga à k à travers la vitesse de propagation de l'onde, qu'on peut noter v. Donc oméga, c'est égal à v fois k, ou oméga sur k, c'est égal à v, la vitesse. OK. Et puis on avait vu aussi donc que si une onde se propage vers les x positifs, on l'a décrit comme a cosinus kx moins oméga t, et si c'est vers les x négatifs, à ce moment-là, la fonction, c'est a cosinus kx plus oméga t. OK. Ce qu'on avait vu ensuite, donc on avait vu, un exemple, d'onde de pression sur lequel je vais revenir aujourd'hui. Alors pas sur cet exemple en particulier, mais sur la description de ces ondes de pression. Et puis finalement, donc, à partir de tout ça, on avait, obtenu ce qu'on appelle, donc ça c'est l'équation, fondamentale, hein, des ondes, qui est ce qu'on appelle donc l'équation d'onde. Cette équation d'onde, donc elle relie la fonction d'onde, alors la dérivée en fait seconde de cette fonction d'onde par rapport à x, à la dérivée seconde de la fonction d'onde par rapport au temps. Ces deux dérivées secondes, en fait, sont reliées à travers le carré de la vitesse. Donc la dérivée seconde de la fonction d'onde par rapport à x est égale à 1 sur v carré, la dérivée seconde de la fonction d'onde par rapport au temps. OK, ça c'est une équation fondamentale. Donc pour l'instant, on a juste vu qu'effectivement, si on avait des ondes progressives, elles répondaient à cette fonction d'onde, hein. Et ce qu'on peut voir dans cette fonction d'onde, c'est qu'en fait, c'est une fonction, pardon, cette équation, d'onde, c'est que c'est une équation qui est linéaire. Donc elle fait intervenir d'un côté la dérivée par rapport à x, l'autre côté, c'est-à-dire par rapport à la position, l'autre côté par rapport au temps. Et donc, si vous avez une somme de fonctions d'onde, d'accord? Si vous avez une onde qui est composée de plusieurs ondes qui vont s'ajouter, eh bien, elle va aussi répondre à cette équation. Donc ça, c'est ça qu'on avait vu ensuite, donc la superposition des ondes, comment deux ondes vont pouvoir se superposer. Et ce qu'on a vu pour l'instant, donc c'est des ondes qui se superposent, mais qui ont la même amplitude, la même fréquence, et qui se dirigent dans le même sens. Donc on avait vu que si on avait ce type d'onde, donc qui a la même fréquence ou la même pulsation du coup, la même longueur d'onde, et puis la même amplitude, et bien à ce moment-là, ce qui va compter, ça va être la différence de position en fait entre les deux sources d'ondes, hein. Cette différence de position, elle va introduire en fait entre les deux ondes des parcours différents pour ces ondes. C'est ce qui est noté delta x ici, hein. Et cette différence de parcours entre les ondes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va introduire en fait une différence dans la phase. Donc ce qu'on appelle la phase, hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus ou du sinus. D'accord? C'est le kx moins oméga t. Donc on va avoir une différence entre deux ondes qui vont se superposer ici. Si les k et les oméga, c'est les mêmes, ce qui va changer, donc ça va être la position x, et donc on va avoir une différence de phase qui va venir, eh bien, justement faire varier la phase de ces deux fonctions. Donc quand on regarde cette différence de phase, on voit qu'elle est principalement proportionnelle à la différence de marche, hein, ce que je vous disais, c'est-à-dire que les deux ondes en fait ne parcourent pas la même distance. Et donc cette différence de phase, en fait, on peut la ramener à une différence de marche multipliée par k, qui est le nombre d'ondes. Et donc, OK, on avait fait quelques calculs par rapport à ça pour montrer que, eh bien, la somme des deux ondes va être une onde progressive, hein, la somme des deux ondes, elle est ici.
Donc c'est une onde progressive, c'est-à-dire quelque chose qui est de la forme une fonction sinusoïdale de kx moins oméga t. Et puis on va avoir devant une amplitude, et vous voyez que cette amplitude, c'est plus simplement A, mais c'est A fois cosinus de justement la différence de phase. Je vous rappelle donc cette différence de phase, ça contient la différence de marche en fait. Donc ce qu'on a regardé ensuite, c'est quand est-ce que cette amplitude, hein, que j'appelle A' ici, qui est donc 2 fois l'amplitude de chacune des ondes, fois le cosinus de la différence de phase, pardon, divisé par 2, quand est-ce que cette amplitude-là, donc de cette onde progressive qui est la somme des 2 ondes qu'on avait au début, eh bien, quand est-ce qu'elle est maximale et quand est-ce qu'elle est minimale? Et ce qu'on avait vu, c'est que donc elle est maximale quand, bah, le cosinus de ça va être maximum, c'est-à-dire égal à plus ou moins 1. Et donc ça nous dit que, eh bien, finalement, c'est quand la différence de marche est égale à un nombre de fois la longueur d'onde. Donc quand la différence de marche, c'est-à-dire la distance, en fait, entre les 2 sources, est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde, à ce moment-là, l'onde résultante, en un point de l'espace, va être la somme de ces 2 ondes. Va être maximale, en fait. Alors ça va être 2 fois l'amplitude, finalement. Et puis ensuite, on avait vu donc quand est-ce que c'était minimum? Eh bien, on voit que c'est minimum quand, eh bien, justement, cette différence de marche, elle est égale à un certain nombre de fois la demi-longueur d'onde. 2n plus 1 fois la demi-longueur d'onde. Donc en fait, en fonction des régions de l'espace, hein, nos ondes, elles vont parcourir différents trajets. Quand ce trajet, pour les 2 ondes, il a une différence qui est égale à un nombre entier de longueurs d'onde, à ce moment-là, on a une superposition, donc on va parler d'interférence constructive. Et inversement, quand on a une différence de marche, donc une différence de trajet qui est égale à un nombre impair de fois la demi-longueur d'onde, eh bien à ce moment-là, les 2 ondes vont être en opposition de phase. Quand elles vont s'ajouter, elles vont être en interférence destructive et donc on aura une intensité qui sera minimale. OK, donc ça va introduire en fait en fonction des régions de l'espace, hein, des endroits où on va avoir des maxima et puis des endroits où on va avoir des minima. Et donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence, hein. On peut voir ça, je ne sais pas, par exemple, si vous prenez une étendue d'eau et puis à un endroit, vous excitez une onde, c'est-à-dire vous mettez quelque chose qui va venir appuyer, vous lâchez des petits cailloux, par exemple, dans l'eau. Vous avez une onde qui va se propager à la surface de l'eau. Maintenant, vous imaginez qu'à côté de ça, vous avez une autre source, c'est-à-dire que vous lâchez des petits cailloux à une certaine distance de cette première source où vous lâchez d'autres petits cailloux. Donc, vous imaginez que vous lâchez les petits cailloux en même temps, hein, avec des cailloux qui ont exactement la même masse, de manière à créer des ondulations qui sont similaires entre les deux sources d'ondes. Et bien, aux endroits où ces oscillations vont se rencontrer, eh bien, selon le trajet parcouru par les deux ondes, on va avoir soit une addition, donc plutôt une vague, soit une soustraction, et donc plutôt un creux. Et donc, on va avoir comme ça des régions de l'espace où on va avoir des vagues et des creux. C'est la même chose pour le son, hein. Ici, j'avais pris l'exemple de deux haut-parleurs. Eh bien, quand vous avez deux haut-parleurs comme ça, eh bien, il y a des endroits de l'espace où en fait vos ondes vont s'additionner et d'autres endroits où vos ondes vont être en interférence destructive. euh, et donc, ça va se soustraire. OK, on en était donc arrivé là la dernière fois. Et aujourd'hui, donc, on va voir tout d'abord qu'est-ce qui se passe si maintenant on a deux ondes qui ne se propagent plus dans le même sens. Donc, on a deux ondes qui sont toujours similaires, hein, c'est-à-dire avec la même amplitude, la même fréquence, le même nombre d'ondes, du coup. Et donc, ces ondes, en fait, elles vont se propager dans des directions différentes. OK? Une va se propager, par exemple, vers la droite et l'autre va se propager vers la gauche.
OK, on va se poser la question, donc qu'est-ce qui va se passer du coup pour l'onde résultante? Comment vont s'additionner ces 2 ondes? Alors, bah, on peut écrire ça alors je vais peut-être le mettre en plein écran. Oui, depuis tout à l'heure, je ne mets pas en plein écran, je vais peut-être le faire quand même. Je pense que vous voyez mieux quand c'est en plein écran. Est-ce que vous voyez bien là ce qu'il y a à l'écran, en plein écran? Oui. Oui? D'accord. OK. Donc du coup, on va décrire ces 2 ondes. Donc on a une première onde, donc qui est une onde, qui se propage, on va dire vers la droite, vers les X positifs. Donc on va l'écrire sous la forme A sinus kx moins oméga t. Et puis on va prendre une autre onde qui, elle, va se propager vers la gauche. Donc cette fois-ci, celle qui se propage vers la gauche, on l'écrit A sinus kx plus oméga t. Et puis donc on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour l'addition de ces 2 ondes, hein. Alors on suppose, vous voyez, pour simplifier, qu'il n'y a pas de phase à l'origine, hein, on n'a pas un plus phi ici, mais on pourrait l'ajouter, hein, ça ne change rien aux résultats finaux. Heu et donc ce qu'on va regarder, donc c'est l'onde totale, hein, quand les 2 ondes s'additionnent dans le milieu. Donc on fait simplement, bah, la somme de ces 2 ondes. Donc la somme de l'onde qui se propage vers la droite plus l'onde qui se propage vers la gauche. C'est-à-dire c'est un A sinus kx moins oméga t plus un A sinus kx plus oméga t. Autrement dit, un A sinus kx moins oméga t plus sinus kx plus oméga t. Et puis, bah, on va utiliser une relation trigonométrique, hein, sur les sinus, c'est-à-dire qu'on a sinus A plus sinus B, c'est égal à 2 fois sinus A plus B sur 2 cosinus A moins B sur 2. OK. Donc du coup, ici, hein, on va avoir A, c'est kx plus oméga t, pardon, kx moins oméga t, et B, c'est kx plus oméga t. Donc une fois on fait la somme, alors si on fait la somme de kx moins oméga t plus kx plus oméga t, vous voyez que ça va nous faire kx moins oméga t plus kx plus oméga t. Bah, les oméga t ici vont se simplifier. Oups, je vais passer à celle d'après déjà. Voilà, je voulais juste prendre un crayon pour éventuellement souligner ça. Donc, vous voyez qu'ici, on a moins oméga t et ici, on a plus oméga t. Ça va se simplifier. Et puis ici, donc, on va avoir kx plus kx, ça fait 2kx divisé par 2. On va se retrouver ici avec simplement kx. Et puis pour l'autre, donc ça, c'était sinus a plus b sur 2 fois cosinus a moins b sur 2. Donc maintenant, on fait a moins b sur 2, ça fait kx moins oméga t moins kx moins oméga t. Et donc, vous voyez que cette fois-ci, c'est les kx qui vont se simplifier. Et on va trouver cosinus moins 2 oméga t sur 2, donc moins oméga t, et cosinus moins oméga t, c'est la même chose que cosinus oméga t. Autrement dit, ici, qu'est-ce qu'on trouve pour l'onde totale? On trouve une fonction qui est de la forme de 2a sinus kx fois sinus oméga t. Et ce qu'on voit ici, eh bien, c'est que cette fonction-là, ce n'est plus une fonction qui décrit une onde progressive, hein. Ce n'est pas une fonction qui est de la forme kx moins oméga t. Ici, on a le produit d'une fonction de kx et d'une fonction de oméga t. Donc, ce n'est plus une onde progressive. OK, alors si ce n'est plus une onde progressive, qu'est-ce que c'est? Monsieur, excusez-moi. Oui, allez-y. En fait, quand vous avez divisé par 2, du coup, le 2, vous l'avez mis en facteur pour qu'on ne le retrouve pas dans le résultat total? Tout à fait, puisque en fait, j'ai un 2 en bas là, Oui, au numérateur. Et vous voyez qu'ici, ça fait kx plus kx, ça fait 2kx, d'accord. qu'on peut simplifier. D'accord, OK, pareil pour le oméga t. d'accord. Donc du coup, bah, l'onde totale qu'on observe, donc elle est de la forme 2a sinus kx fois cosinus oméga t. Ce n'est pas une onde progressive. En fait, on voit que en chaque point de l'espace, hein, si on se place à un x donné, eh bien, on va avoir une oscillation qui est de la forme 2a cosinus oméga t.
OK? Donc, en fait, chaque point de l'espace va osciller à sa propre fréquence. Alors, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est quelle est l'amplitude de cette oscillation. Hein, ici, D'accord. c'est comme si on avait un oscillateur, en fait. Je peux ici regarder ce que va donner ici ce A' là. D'accord? Si je pose ça, c'est A' qui est égal à 2A sinus kx. OK, en quel point de l'espace, c'est-à-dire en quel x, est-ce que cette fonction-là, enfin cette amplitude finalement, va être maximale et en quel point de l'espace elle va être minimale? Donc pour ça, bah, je vais regarder quand est-ce que le sinus ici, il est maximal ou quand est-ce qu'il est minimal. Quand est-ce qu'il vaut 0 en fait. Alors, le sinus kx, donc il va être maximal quand sinus kx va être égal à plus ou moins 1. Alors, pourquoi il ne s'agit pas d'une onde progressive? C'est effectivement le point important ici. Vous voyez que dans une onde progressive, je reviens ici à la formule où on a des ondes progressives, ici, vous voyez que dans le sinus, ici, la phase, hein, ce qu'on appelle la phase, eh bien, elle relie la position x au temps. La phase, elle est égale à une fonction de x et de t. OK? Donc, pour chaque t, vous allez pouvoir définir un x. Inversement, pour chaque x, vous avez un t qui va correspondre. Ça va vous donner une phase donnée. Ici, ce n'est plus le cas. Ici, les x, le x et le t, ils sont indépendants. OK? Donc, en fait, vous avez en chaque point, c'est-à-dire en chaque position x, eh bien, vous avez quelque chose qui oscille avec le temps, comme les oscillateurs qu'on a vus dans la première partie du cours. OK? Donc, ce qu'on peut regarder maintenant, bah, c'est en quel point l'amplitude de ces oscillations elle va être maximale, en quel point elle va être minimale. Donc, du coup, ce qu'on va regarder, bah, c'est le sinus de kx. Donc, le sinus de kx, quand est-ce qu'il est maximal? Bah, quand le sinus il vaut plus ou moins 1. Alors, si je traduis ça en termes de kx, ça veut dire quand le kx, hein, ce qu'il y a à l'intérieur ici, eh bien, c'est égal à, quand est-ce que le sinus il est égal à plus ou moins 1? Quand, en fait, j'ai un certain nombre de fois pi sur 2. Hein. Sinus est égal à 1 quand je suis à pi sur 2. Sinus est égal à moins 1 quand je suis à 3 pi sur 2. Sinus est égal à 1 quand je suis à 5 pi sur 2, etc. OK, donc ça veut dire quand kx, j'ai sauté une étape ici, hein, je m'en aperçois, quand kx est égal à un nombre, donc à n plus 1,5 fois pi. D'accord? Je peux le mettre sous cette forme-là. Vous voyez que n ici, donc il peut prendre les valeurs de 0, 1, 2, 3, 4. Si je prends 0, ça fait pi sur 2. Si je prends 1, ça fait 3 pi sur 2. Si je prends 2, ça fait 5 pi sur 2, etc. OK? Donc, à chaque fois ici que j'ai un certain nombre de fois pi sur 2, eh bien, je vais avoir ici un sinus qui va valoir plus ou moins 1. Donc, du coup, le k, ben, je peux le remplacer par sa valeur en fonction de lambda. C'est plus facile de raisonner en lambda. Donc, je le remplace par 2pi sur lambda. Donc, ça veut dire quand j'ai 2pi sur lambda x qui est égal à n plus 1,5pi. OK, je vais pouvoir simplifier ça. Vous voyez pourquoi? Parce que ici, les pi vont pouvoir se simplifier. Et donc, si je fais passer le lambda de l'autre côté, vous voyez que... Il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un truc qui ne va pas dans ce que j'ai écrit. Si, c'est ça. Donc, c'est quand x égale n plus 1,5 et j'ai fait passer ici le lambda, enfin le 2 sur lambda, je l'ai fait passer de l'autre côté. Et donc, du coup, c'est lambda sur 2. N plus 1,5 lambda sur 2. Alors ici, je peux le réécrire différemment en réduisant au même dénominateur ici. Donc, j'écris plutôt 2n plus 1 sur 2, lambda sur 2. C'est-à-dire 2n plus 1, lambda sur 4. Donc, je vois que, en fait, pour les positions de l'espace, hein,
où je superpose mes deux ondes qui vont dans des sens opposés, eh bien, à chaque position de l'espace où je suis à une distance lambda sur 4, eh bien, à ce moment-là, je vais passer par un maximum. Donc, à une fois lambda sur 4, 3 fois lambda sur 4, 5 fois lambda sur 4, etc. Donc, à ces positions-là, mon amplitude passe par un maximum, le A', là. C'est ce que je vais appeler des ventres. D'accord? Les ventres, ça va être donc les endroits où je vais avoir une oscillation avec une amplitude maximale. Et puis, ensuite, ce que je peux regarder, c'est où se trouvent les minima. Donc, je vais peut-être le noter là. Donc, les ventres, hein, c'est quand A' est maximal, c'est-à-dire quand l'amplitude des oscillations, hein, A', c'est l'amplitude de ces oscillations, eh bien, elle est maximale. Et quand est-ce qu'elle est minimale? Eh bien, cette fois-ci, quand sinus kx est égal à 0. Alors, quand est-ce que le sinus est égal à 0? Bah, tous les pi, hein, quand je suis à 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Donc, j'écris la même chose. Hein, là, je vois que j'ai encore sauté une étape, c'est-à-dire que kx est égal à npi. Et puis ensuite, ben, je remplace comme au-dessus, là, un k par sa valeur, c'est-à-dire 2pi sur lambda fois x, égale à npi, c'est-à-dire x égale n lambda sur 2. Donc, tous les lambda sur 2, à une fois lambda sur 2, deux fois lambda sur 2, trois fois lambda sur 2, toutes les demi-longueurs d'onde, eh bien, je vais passer par un endroit où l'amplitude est minimale. Alors, vous voyez que quand elle est minimale, en fait, c'est que le sinus kx est égal à 0. Donc, ça veut dire ici, si j'ai sinus kx égal à 0, ça veut dire que 2a fois 0, ben, ça fait 0. A' est égal à 0. Autrement dit, je suis à un endroit où l'amplitude, où l'onde a une amplitude qui est nulle. D'accord? C'est ce qu'on va appeler les nœuds. Hein. Au nœud, eh bien, l'amplitude de l'oscillation est égale à 0. Donc finalement, si je regarde ma corde, ou autre chose, hein, mais on va imaginer qu'on a une corde ici, que j'imagine que j'ai une oscillation qui part dans un sens et qui revient dans l'autre, eh bien la somme de ces oscillations, ça va créer des endroits où ici, j'ai des points où je n'ai pas d'oscillation, hein, ou plutôt l'oscillation a une amplitude nulle. C'est à tous les endroits où je suis par rapport à une source ici, à une demi-longueur d'onde. Donc pour une demi-longueur d'onde, pour une longueur d'onde entière, pour 3 demi de la longueur d'onde, pour 2 longueurs d'onde, etc. Et puis ici, j'ai des points où j'ai une oscillation avec une amplitude maximale. Et ça se situe à un quart de longueur d'onde. Donc à un quart de longueur d'onde, un quart de longueur d'onde plus une demi-longueur d'onde, donc à 3 quarts de longueur d'onde, etc. Et puis bien sûr, on a toutes les positions intermédiaires, hein, où les amplitudes d'oscillation, eh bien, elles diminuent ici jusqu'à atteindre une amplitude nulle. OK? OK, donc vous voyez que c'est très différent, hein, d'une onde progressive. Dans une onde progressive, on a une onde qui se propage de proche en proche. Ici, on n'a pas quelque chose qui se propage, hein, on a quelque chose qui vibre en fait en chaque point de l'espace sur place. On n'a plus de propagation, hein, dans ce type d'ondes, donc on appelle des ondes stationnaires, parce que justement elles ne se propagent pas. En fait, c'est des vibrations sur place. Eh bien, on n'a pas de transport d'énergie. Hein. L'énergie, elle est simplement ici, au niveau de l'oscillation. Elle ne se transporte pas dans l'espace.
OK, alors on va regarder maintenant comment ça s'applique à des cas concrets, ça. Et on va regarder notamment ce qu'on appelle les harmoniques, hein. C'est ce qu'on va retrouver notamment, par exemple, dans tous les instruments de musique, ce type d'ondes stationnaires. C'est elles qui permettent justement, eh bien, de faire des notes de musique, par exemple. Donc c'est l'exemple que je vais prendre ici. Alors, on va prendre un exemple simple pour créer une onde stationnaire, un exemple que tout le monde connaît. On va prendre un instrument de musique, par exemple une guitare, hein, une guitare, donc vous avez des cordes qui sont tendues entre 2 points et elles sont donc fixées aux extrémités, hein. À chaque extrémité, on a la corde qui est fixée. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va déformer la corde en son milieu. Donc on va tirer la corde, par exemple, vers le haut. On la pince, on la tire et on la lâche. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'il y a sur le petit dessin ici. Vous avez tiré votre corde vers le haut, vous la lâchez. Il va se propager ici une onde qui va aller jusqu'au bout, jusqu'au point d'attache ici. Donc vous avez une onde qui va se propager, si vous tirez au milieu de la corde, vous avez une onde qui se propage vers la droite, une onde qui se propage vers la gauche. Et puis, l'onde qui se propage vers la droite, ben, elle va arriver au bout ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va faire demi-tour. Elle va se réfléchir ici et elle va revenir dans l'autre sens. Et puis l'onde qui se propageait vers la gauche, ben, de la même façon, hein, quand elle arrive au bout ici, elle fait demi-tour et elle revient dans l'autre sens. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ici, les ondes qui se propagent dans des sens différents vont venir s'additionner et eh bien, on va avoir cette fonction, c'est-à-dire on va avoir une onde stationnaire. OK. Alors, ce qu'il faut bien voir, donc, c'est qu'ici, donc, on a une corde qui est attachée aux 2 bouts et donc, à chaque bout ici, forcément, l'onde stationnaire, comme on est attaché, elle prend une valeur qui est nulle. Hein, on ne pourrait pas être avec un maximum d'amplitude ici, puisque la corde est attachée. Donc forcément, elle doit rester en ce point-là. Hein, au cours du temps, elle ne peut pas faire autre chose que de rester en ce point-là, que ce soit à gauche ou à droite. Autrement dit, pour nos ondes stationnaires qui vont s'établir ici, eh bien forcément, le point ici d'attache, c'est un point qui va correspondre à un nœud. C'est-à-dire, si je reprends sur les ondes stationnaires ici, hein, c'est un point ici, OK, serait attaché ici, c'est forcément un point où il n'y a pas de vibration. Plutôt l'amplitude des vibrations est forcément nulle puisque c'est attaché. Donc ça ne peut pas vibrer. OK? Et puis l'autre côté, pareil, hein. L'autre côté, ici, comme je suis attaché aussi, ça correspond forcément, ici aussi, à un endroit où mon onde stationnaire, eh bien, elle a une amplitude nulle. Elle ne peut pas vibrer. En tout cas, elle vibre avec une amplitude nulle. OK, donc qu'est-ce que ça impose, ça? Ben, je reviens encore ici. Vous voyez qu'ici, pour que, ici, je puisse avoir une onde stationnaire qui s'établisse, eh bien, il faut que j'ai un nombre entier de fois les ventres ici. Ici, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, hein, si je suis attaché en ce point-là et en ce point-là, eh bien, je vais avoir un, 2, 3, 4 ventres. Si je suis attaché en ce point-là, je vais avoir un, 2, 3 ventres. Si je suis attaché en ce point-là, je vais avoir un seul ventre. Mais c'est les seules possibilités. C'est-à-dire que forcément, si je suis attaché aux 2 bouts, eh bien, j'ai un nombre entier de ventres entre mes 2 points d'attache. Donc un nombre entier de ventres, ça veut dire quoi en termes de longueur d'onde? Eh bien, ça veut dire que j'ai un nombre entier de fois une demi-longueur d'onde. Ouais, puisque les ventres sont, heu, enfin, puisque ici, on va avoir forcément un certain nombre de demi-longueurs d'onde. Hein, vous voyez qu'ici, j'ai une demi-longueur d'onde, 2 demi-longueurs d'onde, 3 demi-longueurs d'onde, 4 demi-longueurs d'onde. D'accord? Puisque ici, entre 2 nœuds, j'ai forcément
une longueur d'onde, une demi-longueur d'onde. OK, donc ça veut dire que si je prends ma corde en entier, qui a une certaine longueur L, eh bien la longueur de la corde, elle doit être égale à un nombre de fois la demi-longueur d'onde. Ou je peux le dire dans l'autre sens, la seule longueur d'onde qui peut s'établir, eh bien, c'est celle pour lesquelles j'ai une longueur d'onde qui est égale à 2 fois la longueur de la corde divisée par un nombre entier. OK, donc les seules longueurs d'onde possibles pour les ondes stationnaires, eh bien, ça va être celles pour lesquelles j'ai 2 L sur N, qui va être, une longueur d'onde qui va être égale à 2 L sur N. OK. Alors ensuite, si je veux ramener ça à une fréquence d'oscillation, à ce moment-là, je peux utiliser la relation entre la fréquence et la longueur d'onde. Hein, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai rappelé qu'on avait oméga égale k fois v, hein, c'est l'équation de dispersion. V, c'est la vitesse de propagation. Oméga, donc c'est 2pi fois f, la fréquence. Et k, c'est 2pi sur lambda. Donc vous voyez que ici, je peux réécrire ça sous la forme f fois lambda est égal à la vitesse de propagation. OK, donc ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, du coup, je dois avoir que le produit de la fréquence par la longueur d'onde, ça doit être égal à la vitesse. Ou autrement dit, que la fréquence d'oscillation ici, eh bien, ça va être la vitesse divisée par la longueur d'onde. Or, la longueur d'onde, elle est forcément égale à 2 fois la longueur de ma corde divisée par un nombre entier n. Donc, si je remplace dans l'expression ici, ça veut dire que la fréquence, elle est forcément égale à un nombre entier de fois le rapport entre la vitesse et le double de la longueur. Alors, vous voyez que cette expression-là, donc pour n égale 1, on a une fréquence qui est égale à v sur 2L. En gros, si vous prenez l'inverse de ça, c'est le temps qu'elle va mettre pour faire l'aller-retour. On va avoir un seul ventre. C'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. OK? C'est la fréquence la plus basse que vous pouvez avoir quand vous avez une corde attachée entre deux bouts, enfin à ces deux bouts. Quand vous bougez la corde de sa position d'équilibre et que vous la lâchez, eh bien, elle va pouvoir osciller à une fréquence qui est donnée par justement V sur 2L, V étant la vitesse de propagation de l'onde divisée par 2 fois la longueur. On aura un seul ventre d'oscillation, et ça, c'est la fréquence fondamentale. Ça va donc du coup émettre une certaine note en fait. Et puis ensuite, si vous avez n égale 2, à ce moment-là, vous voyez que si vous remplacez dans cette équation-là f égale nv sur 2L, vous remplacez n par 2, vous allez avoir f qui est égal à v sur L. Les deux vont se simplifier. Et donc, du coup, ici, la fréquence, c'est simplement la vitesse divisée par la longueur de la corde. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la première harmonique. Pour cette première harmonique, en fait, on va avoir deux ventres. On va avoir au milieu un endroit sur la corde qui se trouve au milieu de la corde qui finalement ne vibre pas. Et puis à côté de ça, on a deux ventres. Alors voilà un petit peu en image ce que ça donne. Donc ici, vous avez vos ondes qui oscillent, qui vont s'additionner. Donc ici, en noir, eh bien, c'est justement cette onde stationnaire qui va s'établir avec ici, à chaque fois, eh bien, des points de... Je ne sais pas si je peux l'arrêter, ça, non. Ici, à chaque fois, donc, une amplitude maximale au centre des ventres, et puis des points ici où on n'a pas de vibration.
Hein. Donc, pour une onde stationnaire, on a l'amplitude totale des ondes qui a cette forme-là, 2A sinus kx fois cosinus oméga t. Comme c'est attaché au debout, ben forcément, on va avoir la longueur de la corde qui va correspondre à un nombre entier de fois la demi-longueur d'onde. Et donc, inversement, la longueur d'onde, ça va être 2 fois la longueur de la corde divisée par un nombre entier. Donc, les longueurs d'onde possibles, c'est 2 sur n. La fréquence possible, c'est nv sur 2L. Et donc, finalement, eh bien, pour n égale 1, on a simplement la fréquence qui est v sur 2L, c'est-à-dire l'inverse de la fréquence 2L sur v, qui est le temps mis pour faire un aller-retour. C'est la fréquence fondamentale. On a un seul ventre. Et puis pour n égale 2, ben on a f v sur L. C'est la première harmonique. On va avoir 2 ventres. Et puis ensuite, on peut faire n égale 3. Hein. Vous faites n égale 3, vous allez avoir 3 demi de v sur L. Vous aurez 3 ventres. C'est la deuxième harmonique. Alors, en fait, on peut retrouver ça sur une figure ici, vous voyez. Ici, si j'ai ma corde, donc il y a une certaine longueur ici. Imaginons une corde de guitare. Eh bien, quand je bouge ma corde de la position d'équilibre, en fait, ma corde se met à vibrer avec différentes fréquences. La première fréquence, c'est la fréquence fondamentale, c'est celle qu'on entend le plus. Mais elle vibre aussi avec une fréquence qui est ici 2 fois la fréquence fondamentale, et puis 3 fois cette fréquence fondamentale, 4 fois, etc. Vous voyez que le nombre de ventres ici augmente à chaque fois. Et en fait, votre corde, eh bien, elle émet tous ces sons. Alors ça, c'est vrai pour n'importe quel système dans lequel vous aurez des ondes stationnaires. Hein. Vous allez avoir une fréquence fondamentale qui est émise, mais en plus de cette fréquence-là, eh bien, toutes les fréquences harmoniques. Alors, bon, si on prend un exemple, en musique, quand on passe d'une harmonique à la suivante, c'est-à-dire d'une fréquence au double de la fréquence, eh bien, on dit qu'on monte d'une octave. Alors, par exemple, il y a une note fondamentale hein, qui est utilisée pour accorder tous les instruments de musique. C'est ce qu'on appelle le La 440. Vous avez certainement entendu parler de ça. C'est le son qui est émis par un diapason. Hein, si vous prenez un diapason, vous allez avoir cette fréquence de 440 Hz qui est émise, une fréquence sonore hein, de 440 Hz qui est émise par le diapason. Et en fait, on va utiliser ça pour accorder tous les instruments à cette même fréquence. Mais en fait, quand vous émettez un La 440, eh bien, vous allez aussi émettre l'octave supérieure à 880 Hz. Et puis, vous allez aussi émettre 3 fois cette fréquence-là, 4 fois, etc. OK. Du fait de cette caractéristique, eh bien, en fait, en musique, on va créer, séparer, en fait, ces octaves en différents intervalles. Donc ces intervalles, c'est ce qu'on va appeler des demi-tons. Et en fait, dans une gamme, vous allez avoir 8 intervalles de fréquence. Donc c'est les notes, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous avez 8 intervalles ici. Et en fait, chacun de ces intervalles va être découpé en 12 demi-tons. C'est-à-dire une octave, on va la couper en 12. Donc ça veut dire que entre certaines notes, on va avoir un ton entier, c'est-à-dire 2 demi-tons, et puis entre d'autres, on va avoir qu'un demi-ton. Donc entre le do et le ré, vous avez un demi-ton. Et puis ensuite, entre le mi et le fa, vous avez aussi un demi-ton. Et puis partout ailleurs, vous avez un ton entier. OK. Si vous avez découpé votre octave là, en 12 intervalles, que à chaque fois que vous passez une octave, vous multipliez par 2,
bah, à chaque fois que vous passez un demi-ton, eh bien, vous allez multiplier par 2 puissance 1/12. De manière à ce qu'une fois que vous avez multiplié 12 fois par 2 puissance 1/12, eh bien, vous retrouviez votre facteur 2. OK? Donc, entre chaque note, en fait, pour connaître la fréquence d'une note, eh bien, il suffit de multiplier par le bon facteur. Donc, on peut faire le petit calcul ici, par exemple. Imaginons qu'on parte de la fréquence, justement, de la 440. Donc, on part d'une fréquence qui est de 440 Hz. Et puis, on veut connaître la note qui suit. Quelle est la fréquence de la note qui suit le La? Bah, si je regarde ici dans ma gamme, donc ce qui suit le La, c'est le Si. Entre le La et le Si, j'ai 2 demi-tons ou un ton entier. Donc, je vais devoir multiplier 2 fois par 2 puissance 1/12. OK. Alors, on peut calculer combien ça fait, 2 puissance 1/12. On utilise pour ça exponentielle de logarithme de 2 puissance 1/12. C'est-à-dire ça fait exponentielle de logarithme de 2 divisé par 12. Et si je calcule la valeur, c'est 1,0595. Donc, j'ai multiplié 2 fois ma fréquence par cette valeur-là. Donc, si je multiplie 440 par une fois 1,0595 et puis une deuxième fois par 1,0595, eh bien, je vais trouver une fréquence qui est de 494 Hz à peu près. Et donc ça, eh bien, c'est le Si. Donc le Si, qui vient juste après le La, il aura une fréquence de 494 Hz. OK? Ça va pour ces ondes stationnaires et la manière dont ça peut être utilisé? Pas de questions là-dessus? Non? Monsieur, Oui? vous pouvez juste revenir sur comment en fait on peut déterminer par exemple le là en fait à l'aide du schéma, enfin à l'aide du Alors, dessin. non, le La, c'est une convention en fait, hein. C'est-à-dire que on a pris comme convention qu'on allait tous se mettre au même diapason. Mhm. Et ce diapason, il émet une note qui est un La, et la fréquence de cette note-là, c'est 440 Hz. D'accord. OK? Et à partir de cette note-là, eh bien, on peut calculer toutes les autres, en fait. À partir du 400 Hz, on peut Voilà. 400 Hz, on peut Ben, calculer. voilà, on peut calculer toutes les autres en multipliant ou en divisant par 2 puissance 1/12. D'accord. OK? OK. Je reviendrai encore un petit peu après sur cette, bah, sur les instruments de musique, hein. Hem, Notamment quand on va voir comment dépend la vitesse de propagation des ondes, et comment ça peut influencer justement la note. Mais avant ça, je voudrais donc vous parler d'une autre, superposition d'ondes. Ah non, pardon. Avant ça, je voudrais parler de ce qu'on appelle l'effet Doppler. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet Doppler? OK. On a vu que donc quand on avait une source ici qui émet une onde, donc ici ce que j'ai représenté, hein, c'est ce qu'on appelle les fronts d'onde. C'est-à-dire, par exemple, si vous imaginez, donc, si je reprends cette image, hein, du caillou qui tombe dans l'eau, ça correspond à l'endroit où on va avoir un maximum de la vague, quoi. D'accord? C'est la crête de la vague, si vous voulez. OK? Vous pouvez imaginer ça comme des vagues ici qui s'étendent à la surface d'un lac, hein. J'ai lâché ici enfin, je lâche des cailloux à intervalles réguliers et donc ils créent des vagues qui vont se propager comme ça dans l'espace. OK? Si cette source est fixe, donc c'est pareil pour le son, hein. Imaginons que ici j'ai un haut-parleur, il émet un son, eh bien, il va faire vibrer les couches d'air avec une fréquence qui va être avec des maxima de pression à certains endroits, des minima de pression à d'autres. C'est ça qui va créer l'oscillation
de l'air qui va créer le son. OK. J'appelle C la vitesse de propagation de cette onde. D'accord? Et je vais appeler F0 la fréquence, ou T0 la période, et L0 la longueur d'onde qui est émise par cette source. OK? Imaginons par exemple cette source, ben, c'est un haut-parleur qui émet une note à 440 Hz, un La. OK? Donc ça me fixe sa fréquence. Et puis, je vais avoir une certaine longueur d'onde, si c'est dans l'air. OK, cette source est immobile. Donc, quand elle est immobile, je vais avoir une relation entre la fréquence et la longueur d'onde, qui est celle qu'on a déjà vue tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le produit de la fréquence par la longueur d'onde, c'est égal à la vitesse de l'onde, c. Ou encore, si je le mets en période, la longueur d'onde, elle est égale à c fois la période. OK. La longueur d'onde, qu'est-ce que c'est? La longueur d'onde, c'est la longueur parcourue par l'onde en une période, hein. C'est ce qu'on voit ici. Quand ici, je passe d'un maximum à l'autre, eh bien, entre les deux, j'ai une distance qui est la longueur d'onde, et le temps qui s'est écoulé, eh ben, c'est une période. OK? Mais ce qu'il y a, c'est que la longueur d'onde, c'est aussi la distance entre deux points d'intensité similaires, hein. Ici, la distance entre deux maximums, ou deux minimums, si j'avais pris des minimums, ou deux points de n'importe quelle intensité, mais en tout cas qui ont la même intensité. OK. Alors, je vais prendre le cas 1 ici. Donc, ici, j'ai une source qui est fixe. L'intervalle entre deux temps, entre deux maxima ou entre deux minima, etc., c'est une période. En effet, si je prends un observateur qui est fixe, hein, je prends quelqu'un qui est ici, qui est en train de mesurer ici l'intensité de mon onde qui arrive, et puis ben, il va mesurer un maximum d'intensité à un certain moment. OK, pour arriver jusque-là, mon onde, elle a mis combien de temps? Ben, elle a mis un temps T1 qui est la distance ici parcourue divisée par la vitesse. D'accord? Donc j'imagine que ici j'ai une distance, si mon observateur est là, hein, entre ici et ici, j'ai une distance D. Donc pour arriver ici, eh bien mon onde, elle a mis un temps T1 qui est simplement la distance divisée par la vitesse à laquelle mon onde se propage, C. Et puis ensuite, ben, je vais regarder la deuxième onde, quand est-ce qu'elle arrive. Ben, la deuxième onde, elle va arriver à un temps T2, ou ben, plutôt le deuxième maximum, hein, de mon onde, va arriver à un temps T2 quand il y a une période qui va être passée, T0. Et puis ensuite, ben, une fois que la période est passée, il faut encore parcourir la distance D à la vitesse C. Donc le temps total au bout duquel arrive mon deuxième maximum, c'est T0 plus D sur C. Et donc, du coup, si je fais la différence entre ces deux temps d'arrivée de mon maximum, de mon premier maximum puis du deuxième, eh bien, donc c'est T2 moins T1, c'est-à-dire T0 plus D sur C, moins D sur C, c'est-à-dire T0. OK. Donc, ça me dit simplement que, effectivement, la période, quand je suis un observateur ici, que je regarde arriver deux ondes successives, enfin deux maximums successifs de mon onde, eh bien, elles arrivent à des intervalles de temps T0, qui est la période. Et donc, la longueur d'onde associée, ben, c'est lambda 0, T0. OK, Monsieur, ça c'est bien parce que ça, c'est ce qui se passe quand rien ne bouge. Donc, c'est simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ma source ici, elle se met à bouger? monsieur, Oui, excusez-moi, mais allez. pourquoi en fait T2, du coup, il va parcourir la distance T0 plus la distance de T1? Bah, parce que c'est le deuxième maximum. D'accord? On émet une première onde
qui va arriver, Oui, et au bout d'une période, on émet la deuxième onde, mais ils sont qui à va la mettre même le même distance. temps à arriver. Mais ils sont pas la T2 elle est pas à la même distance que T1 alors? Si, simplement, elle arrive avec une période de retard. D'accord. D'accord? On a une onde qui est émise. Donc, le premier maximum, alors, comment je pourrais vous le dessiner ici? OK, j'écris, voilà. Tac, ici, j'ai mon point d'émission. D'accord. OK? Et ici, donc, j'ai la détection. J'observe ici. OK. Ce maximum-là, donc il arrive, il a été émis ici, il arrive au bout d'un temps qui est ben, cette distance-là, divisée par la vitesse. Oui. Ouais. Et puis, quand est-ce que va arriver cette onde-là? Quand est-ce que l'onde va arriver, vous avez mis le Ici, à curseur? l'observateur, là. Oui, Ben, il faut, ici, elle va parcourir la même distance, d'accord, ouais. d'accord? Mais en plus, il faut qu'elle parcourt cette distance-là, qu'elle n'a pas encore parcourue. Ah d'accord. Il va falloir lui rajouter ici cette distance-là, et cette distance-là, ben, c'est justement une période. D'accord? Si je le mets D'accord. en temps, c'est une période. Ah c'est pour ça, ah donc du coup T0 il marque le retard qu'elle a pris par rapport à T1. Voilà, si vous voulez. OK, OK, mais ça, c'est si la source ne bouge pas. d'accord. Parce que si, oups, si maintenant la source bouge, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous voyez que ma première onde, elle est émise alors que ma source, elle est ici, par exemple. Ah non. Monsieur, Oui, excusez-moi, mais oui. dans le cas numéro 2, on dit que V est supérieur à 0 et inférieur à 0. Non, non, il y a pas, c'est pas V là. C'est quoi? Supérieur à 0 et inférieur à C, la vitesse de Ah, l'onde. C. Hein, D'accord, OK. ouais, Excusez-moi. ça c'est la vitesse de l'onde, ça. OK, très bien. D'accord? Ça veut dire que la vitesse de ma source, elle est inférieure à la vitesse de l'onde. D'accord, très bien. OK? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je refais la même opération, hein, ma première onde, elle arrive alors qu'elle a été émise depuis ici. OK? Donc, elle doit parcourir la vitesse, la distance d sur c. La deuxième onde, enfin le deuxième maximum qui arrive, lui, il est émis où? Ben, il est émis quand la source a déjà avancé d'une certaine distance ici. Donc, vous voyez qu'elle va avoir moins de chemin à parcourir, en fait. Alors, si on regarde en équation ce que ça donne. Pour le cas 2, on a une source qui est mobile, donc qui bouge à une certaine vitesse, que j'appelle Vs, qui est inférieure à la vitesse de propagation de l'onde. Cette vitesse, on la compte positivement quand ça se dirige vers la droite. Hein, on imagine qu'on a un observateur à droite qui est immobile, qui est en train de voir cette source qui s'approche de lui. OK. Le temps mis pour le premier maximum, bah, c'est le même que tout à l'heure. Hein. Ma source, elle est au même endroit que tout à l'heure. Donc, je suis à une distance d de la source. L'onde, elle met un temps d sur c pour arriver jusqu'à moi. Mais le deuxième maximum, lui, OK, quand est-ce qu'il est émis? Bah, une fois qu'il y a une période temporelle qui s'est passée, donc au bout de T0, j'ai ma deuxième onde qui est émise. Mais la distance qu'elle doit parcourir, bah, c'est plus d, puisqu'elle s'est rapprochée de moi. Et elle s'est rapprochée de quelle distance? Bah, elle s'est rapprochée de la distance qui est donnée par le produit de la période qui s'est écoulée fois la vitesse à laquelle elle a été. Donc la distance qu'elle elle doit parcourir, cette deuxième onde-là, eh bien, c'est d moins Vs sur T0. Et donc, si je divise cette distance par c, eh bien, du coup, je vais avoir ici
D sur C moins Vs sur C fois T0. OK? Donc maintenant, si je calcule T2 moins T1, donc ici, j'ai pour le temps 2, c'est T0 plus D moins Vs sur Vs fois T0 sur C. Et pour le temps 1, bah, c'est toujours D sur C. Alors, vous voyez qu'il y a un D sur C ici qui va se simplifier avec celui-là. Et puis que je vais pouvoir mettre T0 en facteur. Et donc, je vais avoir ici T0 facteur de 1 moins Vs sur C. Je vais appeler ça T'0. C'est la nouvelle période, en fait. Quand la source, elle se rapproche de moi, vous voyez que la période ici, elle a changé. À cette période, je peux associer une longueur d'onde que j'appelle lambda'0. C'est simplement le produit de C par T0. Et donc, vous voyez que ici, comme V est positif, C est positif, cette quantité-là, elle est plus petite que 1. Hein, ça, c'est inférieur à 1. Donc, ça veut dire que la longueur d'onde que je reçois de ma quand la source se rapproche de moi, eh bien, elle est plus courte que la longueur d'onde qui était émise par la source au départ. Si je parle en termes de fréquence, comme la longueur d'onde, c'est C sur la fréquence, c'est inversement proportionnel à la fréquence. Donc, si la longueur d'onde est plus grande, eh bien, à ce moment-là, si la longueur d'onde est plus courte, à ce moment-là, la fréquence est plus grande. Et si j'ai une fréquence plus grande, eh bien, si c'est un son, ça va correspondre à une onde sonore qui est plus aiguë. OK, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, en fait. Vous avez tous expérimenté ça. Imaginez que vous ayez une ambulance, par exemple, qui passe dans la rue, et cette ambulance, elle s'approche de vous. Quand l'ambulance s'approche de vous, eh bien, le son que fait l'ambulance, le pimpon, là, eh bien, il va monter vers les aigus. Hein, ça fait un truc genre jusqu'à ce que ça arrive devant vous. Et puis ensuite, quand ça repart, eh bien, à ce moment-là, la vitesse, elle est dans l'autre sens, elle s'écarte de vous. Donc, du coup, si je reprends le même raisonnement que tout à l'heure, hein, j'ai une source mobile, donc avec une vitesse, mais cette fois-ci, elle s'éloigne de moi. Bon, le temps T1, c'est toujours le même, hein, le D sur C, là, c'est toujours le même, il ne change pas. Par contre, combien de temps va mettre la deuxième onde pour arriver jusqu'à moi, le deuxième front d'onde pour arriver jusqu'à moi? Eh bien, comme la source s'est éloignée de moi, elle va devoir parcourir plus de distance. La distance supplémentaire qu'elle doit parcourir, bah, c'est Vs fois T0, la période. Donc cette fois-ci, j'ai T0 plus D plus Vs T0 sur C. Et du coup, bah, je vais trouver un T'0 quand ça s'éloigne de moi, qui est égal à T0 facteur de 1 plus Vs sur C. Je peux faire le même calcul avec la longueur d'onde. Hein. Je vais trouver un lambda prime qui est égal à C T'0. Donc j'aurai une longueur d'onde cette fois-ci qui est plus grande. Et si je parle en termes de fréquence, comme la longueur d'onde et la fréquence, hein, ça varie inversement, eh bien cette fois, je vais trouver une fréquence qui est plus petite ou plus basse, c'est-à-dire un son qui est plus grave. Et ça aussi, vous l'avez déjà expérimenté. Quand vous avez cette ambulance, donc quand elle s'approche de vous, elle fait et puis quand elle repart, elle fait OK? Donc le son va changer de fréquence. Quand ça s'approche de vous, ça monte dans les fréquences avec un son plus aigu, donc avec une fréquence plus haute. Quand ça s'éloigne de vous, ça diminue en fréquence et donc ça va vers les graves. OK, c'est un phénomène qui est tout à fait général, hein. Là, je parle en termes de son parce que c'est quelque chose qu'on expérimente facilement. C'est un phénomène qui est aussi valable, par exemple, pour les ondes électromagnétiques, hein, pour la lumière.
si vous avez une source lumineuse qui s'éloigne de vous, eh bien, la longueur d'onde d'émission de cette source, elle va se décaler vers des plus grandes longueurs d'onde. Ça va créer un décalage vers le rouge. Inversement, si cette source d'onde lumineuse se rapproche de vous, eh bien, sa fréquence, on va parler en termes de longueur d'onde, sa longueur d'onde devient plus courte, et donc, du coup, ça la décale vers le bleu. OK, c'est ce phénomène-là hein, à partir duquel on a découvert que l'univers était en expansion, notamment. OK, ce phénomène-là, il est très, très utilisé. C'est ce qui est utilisé, par exemple, aussi dans les radars, hein, pour déterminer la vitesse. OK, je vais essayer de résumer ça. Donc, on va parler simplement d'un observateur immobile. Hein. Après, on pourrait aussi regarder si l'observateur se rapproche de la source, qu'est-ce que ça donne, etc. Et je vais rester dans des considérations relativement simples. OK, on a une source qui se rapproche. La fréquence qui va être perçue, eh bien, elle va être plus grande. On peut la calculer. Hein. La fréquence perçue, c'est f'0. Ça va être égal à la fréquence initiale divisée par 1 moins Vs sur C. Et la longueur d'onde, eh bien, elle va être plus courte. C'est lambda prime 0 égale lambda 0 facteur de 1 moins Vs sur C. OK? Si la source s'éloigne, ben à ce moment-là, on a la vitesse qui est dans l'autre sens, qui s'éloigne de nous. Donc la fréquence, ça va être f' égale f0 sur 1 plus Vs sur C. Et la longueur d'onde, elle va être plus grande, c'est lambda prime égale lambda 0 facteur de 1 plus Vs sur C. OK. Ce phénomène-là, donc comme je vous le disais, il est très, très utilisé dans beaucoup de domaines pour déterminer notamment la vitesse de déplacement d'une source qui est une source d'onde. Et puis c'est applicable aussi bien aux ondes mécaniques qu'aux ondes électromagnétiques, tant que la vitesse reste petite devant la vitesse de la lumière. C'est utilisé par exemple pour le contrôle des vitesses hein, dans les radars, ce qu'on appelle les radars hein, pour Radio Detection and Ranging. Donc c'est des instruments qui émettent une source, alors qui est plutôt une source électromagnétique, et puis qui regardent après réflexion sur votre voiture le retour de cette source et le décalage en fréquence qui a été introduit dans cette source. Donc, si on est capable de mesurer ça, ce décalage en fréquence, c'est-à-dire la différence entre la fréquence initiale qu'on émet, f0, et la fréquence qui revient, f'0, eh bien, on peut déterminer la vitesse. Il suffit pour ça de reprendre l'expression de f' en fonction de f'0 en fonction de f0 et d'inverser cette expression de manière à avoir ici, donc f'0, c'est f0 sur 1 moins Vs sur C. Donc 1 moins Vs sur C, c'est f sur f'0. Donc Vs sur C, c'est 1 moins f sur f'0. Et donc Vs, c'est C facteur 2 f'0 moins f sur f'0. Autrement dit, c'est un delta f, d'accord, une différence de fréquence divisée par la fréquence. Et donc, si on peut calculer cette différence de fréquence, qu'on connaît la fréquence à l'émission, eh bien, on va pouvoir comme ça déterminer la vitesse de votre véhicule. OK? Alors, c'est comme ça aussi hein, qu'on détermine, par exemple, la vitesse d'une galaxie qui est en train de s'éloigner de nous, simplement en regardant la lumière qu'elle émet, en regardant la différence de longueur d'onde entre ce qu'elle devrait émettre normalement si elle était immobile et le décalage en longueur d'onde que l'on observe quand on l'observe depuis la Terre. C'est comme ça aussi qu'on a pu détecter, par exemple, les premières planètes extrasolaires, les premières planètes en dehors du système solaire, en regardant leur vitesse, la variation de leur vitesse.
Ça a plein d'applications partout, ça. OK. Des questions sur l'effet Doppler ou c'est clair? Non? Ça va? OK. Bon, du coup, j'avance. Alors maintenant, on va regarder un dernier cas de superposition d'ondes, qui est la superposition d'ondes qui va entraîner ce qu'on appelle le phénomène de battement. Alors, donc on a vu que une fonction d'onde peut s'écrire mathématiquement comme A sinus kx moins oméga t. Bon. Quand on a regardé la superposition d'ondes, jusqu'à présent, on a considéré que des ondes qui se propageaient avec la même fréquence. Alors, qui se propageaient dans le même sens pour les ondes progressives, et puis si elles se propagent dans le sens inverse, ça crée des ondes stationnaires. Mais en tout cas, on a toujours regardé pour l'instant ce qui se passait quand on avait toujours la même fréquence ou le même nombre d'ondes. Et on peut se demander, qu'est-ce qui se passe du coup si on essaye d'ajouter deux ondes qui n'ont pas la même fréquence? Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on va un peu simplifier les choses, hein. On va prendre deux ondes qui ont la même amplitude et la même phase à l'origine. Bon, ça simplifie les calculs surtout, hein, mais ça ne change pas les conclusions. OK, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je prends une première onde qui a une première fréquence et un premier nombre d'ondes K1 oméga 1. Donc, j'ai sinus, enfin, la fonction 1, c'est A sinus K1x moins oméga 1t. Et puis, la deuxième, elle a K2 oméga 2. Donc, c'est-à-dire elle émet à une autre fréquence. Et donc, on a A sinus K2x moins oméga 2t. Je fais la somme des deux. Donc, je fais S1 plus S2. Toujours la même chose, hein. A sinus K1x moins oméga 1t plus A sinus K2x moins oméga 2t. Et puis, j'utilise la même formule que tout à l'heure. Sinus A plus sinus B égale 2 sinus A plus B sur 2 cosinus A moins B sur 2. Et donc, je trouve l'onde résultante. Donc, ça va être 2 fois A. Sinus, alors attention ici, A, c'est K1x moins oméga 1t. Et puis, plus B, K2x moins oméga 2t. Donc ici, ça ne se simplifie pas, hein. Ici, j'ai K1 plus K2 sur 2, x, moins oméga 1 plus oméga 2 sur 2, t. Et puis ensuite, je fais le cosinus de A moins B. Alors, qu'est-ce qui se passe pour A moins B? J'ai cosinus K1 moins K2 sur 2x moins oméga 1 moins oméga 2 sur 2, t. OK, donc ici, vous voyez, il n'y a pas de simplification. Par contre, on peut mettre quelque chose en évidence. C'est qu'en fait, si on pose K1 plus K2, imaginons qu'on ait deux ondes qui émettent à des longueurs d'onde proches, hein, pas trop éloignées. Eh bien, je vais avoir ici K1 plus K2 sur 2, c'est la longueur d'onde moyenne, en fait. OK? Enfin, c'est le nombre d'ondes moyen. Et puis K1 moins K2 sur 2, ça va être la moitié de la différence de fréquence. Ou plutôt de la différence de nombre d'ondes ici. Je vais l'appeler delta K. Et puis ici, donc, oméga 1 plus oméga 2, c'est le oméga moyen. Et oméga 1 moins oméga 2 sur 2, c'est un delta oméga, une différence de pulsation. OK, donc si je remets ça dans mon équation, donc du coup, je peux la réécrire. Le signal, donc c'est un 2A sinus K moyen X moins oméga moyen T. Bon, ça, c'est quasiment la même fonction que tout à l'heure, hein. Si K1 et K2 sont proches, oméga 1 et oméga 2 sont proches, là, je retrouve quasiment l'oscillation que j'avais au départ. Donc, avec le double d'amplitude de mes deux ondes de départ. Mais je vais multiplier cette oscillation ici
par un cosinus de delta kx moins delta oméga t. Et là, les delta k et les delta oméga, ils vont être très, très différents, a priori, des K1, K2, oméga 1 et oméga 2 de départ. C'est juste la différence, en fait, de fréquence entre les deux qui va jouer. Et donc, on va avoir, en fait, un phénomène de battement. Alors, on peut le regarder, par exemple, en un point de l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple, on prend x égale 0, pour simplifier un peu l'expression ici. Donc, ce que j'ai en x égale 0, c'est une fonction de t qui est de la forme 2a cosinus delta oméga t sinus oméga t. Oméga moyen. Donc, en fait, je vais avoir ici eh bien, une fonction qui oscille selon oméga moyen avec une enveloppe, c'est-à-dire l'amplitude ici, eh bien, elle va faire une enveloppe avec une fréquence ou une pulsation ici de delta oméga. Hein, donc, on a ce qu'on appelle le phénomène de modulation. Donc, on observe le phénomène de battement ou de modulation, qui est en fait une onde ici. Donc, l'onde qu'on observe, hein, c'est celle qui est en vert. D'accord? La fréquence ici d'oscillation, bah, c'est à peu près la fréquence moyenne entre les deux ondes. Et ici, entre deux maxima, enfin, ou plutôt entre deux maxima ici, eh bien, on va avoir la différence de fréquence entre les deux ondes. Donc ça, c'est un système qui va permettre de déterminer éventuellement la différence de fréquence entre deux ondes. Hein, si vous observez ce signal, qui est un signal modulé, eh bien, OK, le signal qui est à l'intérieur ici en vert, il a une fréquence qui est une fréquence moyenne entre les deux ondes, mais l'enveloppe, eh bien, elle a une fréquence qui vous donne la modulation entre ces deux ondes. Donc ça va pouvoir être utilisé, par exemple, dans le système de radar. Dans le système de radar, vous avez une onde qui part, qui arrive jusqu'à la voiture, qui va subir un décalage Doppler et qui va revenir. L'onde qui part et l'onde qui revient vont s'additionner, mais elles vont être un peu décalées en fréquence. Donc du coup, on va pouvoir observer ce phénomène de battement. Et en déterminant ici la position entre deux battements, eh bien, on va pouvoir en déterminer la différence de fréquence. Si on connaît la fréquence au départ, eh bien, on va pouvoir déterminer votre vitesse. OK? Ça va pour ce phénomène de battement là? Pas de questions? Non. Non, c'est clair. OK. Alors, maintenant, on va passer donc à la fin du chapitre. Hein. Il doit nous rester une petite demi-heure. Peut-être un peu moins, j'ai pas l'heure. Là. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas d'heure. Non, il reste 10 minutes, monsieur. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes? Ah oui. Bon. Bah, alors, on finira la prochaine fois, là. Parce que maintenant, donc, ce dont je voudrais vous parler, c'est comment. Donc, on a vu là que nos ondes, elles sont régies par ce qu'on appelle l'équation d'onde, que cette équation d'onde, elle fait intervenir la vitesse. Mais d'où provient cette vitesse? Ah, j'ai une question. Pourquoi il n'y a pas le signe moins dans le sinus? Alors là, je ne sais pas de quel sinus vous parlez. Ah, ici. C'est ça? Ouais, en fait, effectivement, normalement, non, non, il n'y a pas de signe moins là. Si. Ah si, il devrait y avoir un signe moins, vous avez raison, ouais, ici. Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est inversé en amplitude. Bon, ouais. Ici, il devrait y avoir un signe moins ici, en fait. Parce que c'est sinus de moins oméga moyen de t. OK. Bon, de toute façon, ce qui nous intéresse, hein, ce n'est pas autant la valeur de cette amplitude que la fréquence, en fait, ou la période entre nos maximums. OK, donc il nous reste deux choses à regarder, c'est la vitesse et l'énergie de ces ondes. Et donc, on va regarder dans différents cas d'ondes mécaniques. On va regarder d'abord dans les cordes, comment est-ce qu'on peut déterminer cette vitesse, et puis ensuite, et puis le transport d'énergie dans une corde. Et puis ensuite, on regardera, pour finir, comment ça se passe avec le son. OK. Donc, on a une corde qui est… alors, une corde, ça va être caractérisé en fait par ce qu'on appelle la masse linéique. Hein. La masse linéique, en fait, c'est la masse de la corde divisée par sa longueur, sachant que ce qu'on connaît en général, c'est la masse volumique. Donc, on multiplie par la section, la masse volumique, et on obtient donc cette masse linéique. Mais bon, si vous avez une corde, vous calculez simplement, vous mesurez sa masse, vous mesurez sa longueur, et vous avez sa masse par unité de longueur. C'est ça qui va importer dans nos équations. Et l'autre chose qui va caractériser une corde, c'est justement la tension qu'on va exercer sur cette corde. Hein. On va noter T, la tension. C'est une force donc qu'on exerce sur une corde pour la tendre. OK. On a ici donc un petit schéma de qu'est-ce qui se passe pour une corde. Donc le bout de corde est en rouge là. Donc on a un petit bout de corde DL qui va être déformé au passage d'une onde. D'accord? On a une onde qui passe, qui va déformer la corde. Donc au départ, on suppose qu'elle est horizontale. Et puis en fait, le bout de corde va se soulever, va prendre un angle θ par rapport à cette horizontale. Donc, si on a un petit bout de corde, donc ici à x, on va avoir un angle θ. Et puis à x plus dx, on va avoir un angle θ plus un dθ. Donc on peut le noter, θ de x plus dx. OK. Donc on prend cet élément dl qui va être soumis à une onde ayant une tension T et une masse linéique mu. Donc on va écrire simplement le principe fondamental de la dynamique pour ce bout de corde. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la somme des forces qui s'exercent sur la corde qui va être égale au produit de la masse par l'accélération. Alors l'accélération, a priori, elle peut aller dans deux directions, hein, soit vers les x, donc soit horizontalement, soit vers les y, verticalement. Ici, on va s'intéresser à ce qui se passe verticalement. Hein. On suppose qu'on a donc un ébranlement qui est perpendiculaire à… pardon, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe sur les x, justement. Sur les… oui, sur les x. Puisque l'ébranlement, en fait, c'est une variation de la position en y de la corde. Hein, la déformation qu'on donne à la corde, qui va se transmettre de proche en proche, elle est selon y. On ne change pas la tension de la corde. OK. Donc, ce terme-là, en fait, de l'accélération, on ne va pas le regarder. Hein. On va regarder que donc, la dérivée seconde par rapport à y, de y par rapport au temps. Ici, la masse de la corde, donc c'est cette masse linéique multipliée par l'élément de corde dl. Hein, un petit élément de corde ici que je vais regarder. Et je vais regarder donc comment il est soumis.
a des forces. Alors, quelle est la force à laquelle il est soumis? Ben, il est tendu des deux côtés, hein. Donc, j'ai une tension ici, de ce côté-là, que si je projette sur l'axe des Y ici, d'accord? Ici, j'ai un angle, si je mets la verticale ici j'ai un angle θ, hein, qui est le même que ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, si je projette sur l'axe des Y ici, eh bien, ça va être le sinus de θ. Donc, je vais avoir T sinus θ de x. Ça, c'est vers les x négatifs, donc, ou les y négatifs ici. Pardon. Donc, c'est dirigé vers le bas. Donc, je vais le noter, moins T sinus de θ de t. Et puis, de l'autre côté, j'ai la tension qui tend de l'autre côté. Et donc, eh bien ici, je vais avoir un T sinus θ, mais attention, l'angle θ ici, il a changé. Maintenant, j'ai un θ à cette position-là, x plus dx, au même instant t. OK, donc l'équation ici, c'est mu dl, donc ça c'est la masse, fois l'accélération verticale, hein, selon l'axe y, et ben, c'est la différence entre la force, la tension qui tire vers la gauche et la tension qui tire vers la droite sur ma corde. C'est ça qui va résister. Alors, si θ est petit, ben, en fait, je vais pouvoir assimiler ici le sinus θ à tangente θ, même à θ, je pourrais. Et la tangente de θ, ben, ce n'est rien d'autre que ici la pente, c'est-à-dire dy sur dx. Et puis, si c'est suffisamment petit, le θ ici, ben, le dl qui est ici, c'est quasiment égal au dx ici. Donc, du coup, je vais pouvoir simplifier mon équation ici. Ici, vous voyez que le sinus θ de x plus dx, je vais pouvoir l'écrire comme dy de x plus dx sur dx. Et puis, le sinus de θ, le sinus de θ, je vais pouvoir l'écrire comme dy de x sur dx. Et donc ici, en fait, ce que je vois apparaître, eh bien, c'est une espèce de dérivée entre la position x plus dx et la position x. Et donc, en fait, ici, j'ai la dérivée de y par rapport à x. Donc, c'est une dérivée seconde de y par rapport à x, et puis fois l'élément dx. OK? Si je fais tendre dx vers 0, eh bien ici, en fait, j'ai bien ça divisé par dx, ça fait bien la dérivée de dy sur dx. Donc, si maintenant je rentre ça dans mon équation, je vais avoir ici, donc à gauche, ce terme-là, hein, mu dl d2y sur dt2, qui va être égal à la tension, que j'ai mis en facteur, fois la différence entre les sinus, là, mais que j'ai pu ramener à une dérivée seconde. Donc, c'est dérivée seconde de y sur dx2, fois dx. OK, vous voyez que si dx est égal à dl, le dx qui est ici va simplifier avec le dl qui est là. C'est des éléments de longueur infinitésimaux. Et du coup, si je divise ici par t, eh bien, j'ai un mu sur t, d2y sur dt2 est égal à d2y sur dx2. Et bien ici, vous reconnaissez l'équation d'onde, d'accord, avec ici 1 sur la vitesse au carré. Donc finalement, la vitesse, hein, je retrouve donc l'équation d'onde avec la vitesse de propagation. Et cette vitesse de propagation, elle est égale à quoi? Eh bien, à la racine carrée de la tension que j'émets sur mon fil, divisée par la masse linéique. OK, donc par cette méthode-là, eh bien, je viens de déterminer effectivement quelle est la tension, la vitesse que va avoir une onde dans une corde. Autrement dit, à quelle vitesse va se propager une déformation de la corde. Eh bien, je peux le calculer si je connais la tension de ma corde et si je connais la masse linéique de ma corde.
Et vous voyez que cette vitesse, donc, elle va être d'autant plus grande que la tension de la corde est grande et d'autant plus grande que la masse linéique est petite. Hein, donc, sur une très fine corde très tendue, ça va aller beaucoup plus vite que sur une grosse corde relâchée. C'est un peu l'intuition qu'on en avait. OK. Alors, pour terminer, si j'applique ça, en fait, à la corde qu'on a vue tout à l'heure là sur une guitare, qui est tendue entre 2 extrémités. Monsieur, Oui, sachez juste pour votre acquis qu'il est 30 en fait. il est 30. Bon. Ouais. Bon, OK. Alors je vais vous laisser avec ça et puis, on reprendra là donc, la semaine prochaine.